Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Pétraud, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Thibaut, comment ça va ? Salut Audrey, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va très bien. Je suis super contente qu'on ait pu se voir, qu'on ait pu organiser cet échange. C'est assez drôle parce que j'en ai un peu parlé, tu vois, autour de moi. J'ai dit, je vais interviewer un des directeurs commerciaux de Doctolib et tout le monde m'a dit, Doctolib. Et peu importe la génération, le background, etc., tout le monde connaît. Donc, moi, je suis super contente que tu aies accepté l'invitation. Plaisir partagé. Parce que, mine de rien, Doctolib, aujourd'hui, c'est une référence. Je pense pour tous les Français, encore une fois. Mais je pense que c'est aussi une référence dans l'écosystème de la Startup Nation. Aujourd'hui, vous êtes, je pense, la startup la plus valorisée. Et si je dis pas de bêtises, vous êtes valorisé 5,8 milliards depuis, ouais, c'est ça, ouais. depuis l'année dernière. Ouais. Vous avez connu une croissance folle. Moi, à l'issue de cet épisode, j'aimerais comprendre un petit peu les coulisses d'une start-up comme Doctolib et j'aimerais aussi comprendre ce que ça veut dire l'hypercroissance pour des équipes commerciales. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous en dises aussi un petit peu plus sur ton parcours. Donc voilà, si ça te va, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Donc moi, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Qu'est-ce qui me qualifie d'abord ? Mon parcours. Eh bien, très simple. J'avais un parcours sportif, moi, initialement. J'ai fait un sport-études dans le foot, l'INF Clairefontaine. Ça m'a permis de prendre, je pense, pas mal d'avance en termes de maturité professionnelle, discipline. J'ai appris beaucoup de choses dans le sport. D'ailleurs, j'y reviendrai, mais les valeurs sportives sont ultra présentes ici chez Docto. D'accord. Juste, petit aparté, quel pourcentage de joueurs de football arrivent à Clairefontaine ? En centre de formation? Je sais pas beaucoup, hein. C'est 10% peut-être des meilleurs jeunes français, même pas 5. Ouais, un truc comme ça. Mais il y en a aussi très peu finalement qui arrivent à faire une belle et longue carrière derrière. Donc voilà, je fais partie plutôt des échecs pour le coup, hein, sur cette partie-là. J'ai réussi à y rentrer, ça m'a appris énormément, ça reste une partie extrêmement importante de mon parcours et de ma vie. C'est pour ça que je commence par là. Après, j'ai quand même joué au foot, hein, et j'ai vécu du foot jusqu'à mes 19-20 ans. J'ai vécu en Angleterre, parce que j'ai un frère qui jouait là-bas, et il y avait des facilités pour moi à aller jouer là-bas. Je suis rentré en France à mes 19-20 ans, c'était il y a 14 ans déjà. Et la French Tech n'existait pas encore. En tout cas, c'était les tout débuts. Il n'y avait pas encore toute la folie des levées de fonds. Il n'y avait pas tout le cash encore qu'il y a eu après. J'ai fait pas mal de trucs, de petits boulots. Je vais passer vite dessus, mais j'ai vendu pas mal de choses sur le terrain. J'ai commencé chez Direct Energy, en porte-à-porte. Les vrais. Et ça, c'était bien. Ça, c'était vraiment bien. J'ai fait ça 6 mois sur mon retour d'Angleterre. Après, j'ai bossé un peu chez Accenture. Après, j'ai fait de l'immobilier un peu sur le terrain quelques mois. Et là, dans l'immobilier, on m'a dit, il y a une start-up qui se monte. Alors, le mot start-up, c'était un peu un gros mot à l'époque en plus, qui s'appelle meilleursagents.com, qui était la première start-up à faire de l'immobilier en ligne avec un super business model orienté autour d'un data model en fait, hein, qui permettait de pouvoir estimer un bien immobilier online. C'était tout premier à faire ça en France. Et j'ai été un des tout premiers chez Meilleurs Agents et j'ai fait toutes mes classes là-bas parce que j'ai passé 8 ans là-bas. D'accord, mais alors t'arrives chez Meilleurs Agents, tu fais quoi exactement ? J'ai été sales, je rappelais des particuliers, je faisais du B2C, je qualifiais des projets de vente, je les vendais à des agences immobilières. Et puis après, j'ai managé assez jeune, assez vite. Je faisais partie des toutes premières équipes sales de Meilleurs Agents. Et après, je suis passé manager à 22 ans d'une équipe de 15 personnes, puis une deuxième équipe, puis une troisième, et qui a managé tout un service commercial. Et puis au bout de 8 ans, je me suis dit qu'il était temps, on se rapprochait gentiment d'une revente, hein, parce que la boîte, elle a été revendue après au groupe Axel Springer. Et donc, elle a fusionné avec SeLoger, quoi, en gros. Même si aujourd'hui, ça reste 2 entités distinctes, c'est les mêmes actionnaires derrière. Et donc, je me suis dit que, voilà, j'avais fait le tour au bout de 8 ans et qu'il fallait que j'aille me confronter à d'autres projets. Juste pour revenir sur ton passage au rôle de manager, comment on arrive à faire ça aussi jeune ?
Comment ça s'est passé pour toi? Excellente question, parce que ça s'est fait assez naturellement, parce qu'il y avait beaucoup de crédibilité, parce que j'étais un des premiers, j'étais un top performer, j'avais le respect de mes pairs et de mes collègues. C'est la première chose pour toi, pour devenir manager, c'est au moins avoir la street cred, en fait. Bah un peu, ouais. Un peu. Quoi qu'on en dise, et ça c'est quelque chose qui reste. Hein. Ouais. Ça c'est quelque chose, quand tu l'as vécu, ça reste. Je pense que ça reste ancré, et je pense que les décisions que tu prends plus tard, malgré tout, t'y penses à ça, et c'est un truc qui reste. Même si t'essayes d'évoluer, tu tentes des trucs. Après, hein, quand j'ai nommé des managers, ça m'est arrivé de tenter des trucs et de pas forcément respecter ce prérequis-là. Mais l'expérience m'a montré que ce prérequis, il est quand même important. Et du coup, il a été extrêmement important pour moi, puisque les 15 personnes que j'ai managées, elles étaient toutes plus âgées que moi. Hein. Donc, tu vois, si on se basait sur d'autres critères, je peux te dire que... Voilà. Donc ça, je pense la maturité, hein, je le disais, mais j'ai quitté mes parents à 13 ans, moi. Hein. Donc, moi, ce que j'aime dire aux jeunes que je manage aujourd'hui, j'ai commencé à bosser à 13 ans. Hein. Parce qu'à 13 ans, j'étais au collège, mais je faisais 2-3 heures de foot par jour avec une discipline à tous les niveaux de vie qui est assez rare pour le coup. Donc je pense que ça m'a vachement aidé. Et puis après, il y a une question de personnalité. Hein. J'aime les gens, j'ai le contact assez facile, je pense être quelqu'un d'assez sympathique, donc en fait... ça aide aussi, je pense. Très bien. Voilà. Donc, je t'ai interrompu. Je t'en prie. Donc, tu quittes Meilleurs Agents et... Pour, dans une aventure entrepreneuriale, une boîte qui s'appelle Capcar, qui a fait quand même 2 levées de fonds. C'est une marketplace de vente de véhicules d'occasion, avec un business model qui a pas mal évolué. Et j'ai passé 2 ans chez Capcar. Hein. Je les ai rejoints aussi au tout début. On a structuré une belle force de vente. Il y a une belle petite boîte qui s'est montée pour le coup. Et après, très simplement, ce qui s'est passé, ça restait un business dur. C'est un énorme marché, la vente de voitures d'occasion. Sauf que pour être les agents immobiliers de la vente de véhicules d'occasion, c'est pas et prendre une com, faut en faire beaucoup pour que ton business il soit rentable, et pour scaler ce business-là, c'était quand même assez dur. Mais bon, je sais qu'ils continuent et qu'ils s'en sortent bien, hein, donc je suis ravi pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 2 ans? En fait, ça faisait 10 ans que j'étais dans l'écosystème tech, startup, etc. Et tout le monde se connaît, en fait, donc je réseautais pas mal, et je connaissais certains fondateurs de Docto, ou les tout premiers de Docto qui sont à la tête de la boîte aujourd'hui, qui m'ont appelé et qui m'ont proposé de les rejoindre. C'était un peu avant la unicorn levée. Voilà, Arthur Thirion qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, Thib, on a besoin de gens qui ont déjà scalé des équipes commerciales à distance, qu'on fait un peu ce que t'as fait. On va lever 150 millions, on va lancer de nouveaux produits, de nouveaux pays. Est-ce que t'es chaud? Et évidemment, j'ai pas pu refuser. Ok, donc ça arrive à quel moment, ça? Il y a 4 ans. On est un petit peu avant le Covid. Ouais, on est début 2019 quand ça arrive. Je rejoins Docto pour lancer la téléconsultation au départ. Donc un peu feuille blanche. Ils avaient évidemment déjà crash testé le produit. On savait qu'il y avait un marché, etc. Mais c'était un nouveau marché en France, la téléconsultation, à cette époque-là en tout cas, avant le Covid. Un marché qui existait dans d'autres pays, notamment les pays nordiques ou aux US. Donc on savait qu'il pouvait y avoir un bon market fit en France. Néanmoins, nouveau marché. 2019, je monte de belles équipes. Voilà, je m'entoure de très très bons commerciaux. Alors quand tu dis tu montes de belles équipes, on parle de combien de personnes? Sur la téléconsultation chez Docto en 2019, j'ai recruté 50 personnes en 6 mois. Comment tu fais ça? Alors là, pour le coup, je vais pas m'accorder tout le crédit, parce que je débarque chez Doctolib, il y a déjà 500 salariés, il y a une puissance de frappe incroyable, il y a déjà une marque employeur exceptionnelle. Tu vois, je vais pas te dire que j'ai rien fait, mais et que ça s'est fait tout seul. Ouais. Mais honnêtement, 10 fois moins dur que ce que j'ai pu faire chez Capcar ou chez Meilleurs Agents. Chez Meilleurs Agents, il y avait une force de vente d'une centaine de commerciaux. Mais ça, je te parle de ça sur 8 ans sur 8 ans de ma carrière. Ouais. 100. Chez Capcar, j'ai recruté pareil 50, mais en 1 an, tu vois, ou 1 an et demi. Et même 50 sur 1 an et demi, moi, ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme. Ouais. Là, c'était dur, pour le coup. Là, c'était vraiment dur parce que plus petite boîte, early stage, t'as pas beaucoup de fonds. Là, c'est moins évident. Donc, parce qu'il y a moins de moyens aussi. Il y a vraiment moins de moyens. Il n'y a pas forcément une marque employeur, comme tu le disais aussi. Il n'y a pas de marque employeur même. Il y a toi et l'histoire que tu racontes. Ouais, et la confiance que les gens peuvent t'accorder. Et la confiance que les gens peuvent t'accorder rapidement, etc. Donc voilà, ça c'était dur.
recruter 50 personnes en 3 à 6 mois chez Docto, ça m'a paru vachement plus simple. On va en parler dans la partie organisation commerciale, si tu le veux bien, en dernière partie, ça m'intéresse beaucoup. Juste pour les personnes qui, alors je ne sais pas, à tout hasard, ne sauraient pas que fait Doctolib, est-ce que tu peux rappeler un petit peu quelles sont vos activités principales? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, Doctolib, tout le monde connaît la plateforme. En tout cas, il y a 50 millions de comptes patients, quand même. Il y a 50 millions de personnes. Il y a 45 millions en France et voilà, et on est en Allemagne et en Italie aussi, mais en France il y a 3/4 des Français qui ont un compte Doctolib pour prendre leurs rendez-vous médicaux en ligne avec n'importe quel spécialiste, médical ou paramédical d'ailleurs. Il n'y avait pas un sujet sur les professions non réglementées. Oui, d'accord. Oui, c'est pas pareil pour le coup. Des paramédicaux, il y a des professions réglementées. Un psychologue, c'est une profession réglementée. Et c'est pas une profession médicale, c'est une profession paramédicale, par exemple. D'accord. Non réglementé, c'est quoi? C'est les non réglementé, c'est quand il y a pas de diplôme à avoir pour exercer cette profession ou d'examen reconnu par l'État, en gros. Et donc, le premier service proposé par Doctolib, c'était celui-ci. Et ensuite, le gros objectif de Doctolib, quand même, je devrais commencer par ça, c'est un monde en meilleure santé, c'est l'accès aux soins pour tous, et c'est aider nos professionnels de santé en France qui, quand même, galèrent depuis des années, et les aider en leur apportant les bons outils, les bons services pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Donc ça, c'est vraiment nos 2 grands objectifs, l'accès aux soins et aider les professionnels de santé. Et tous les services qu'on a pu sortir après répondaient à ces 2 besoins-là. On a sorti ensuite la téléconsultation. Aujourd'hui, on a 25-30 000 praticiens. Donc ça, c'est beaucoup de médecins généralistes qui utilisent ce service-là. Et depuis 2 ans, on a lancé un logiciel médical qui était un peu la brique manquante. C'est l'outil de gestion de cabinet pour un praticien. C'est là-dedans, c'est-à-dire que c'est là-dedans qu'il a ses dossiers patients, qu'il met toutes ces informations médicales sur ses patients. Ce qui aujourd'hui me permet de pouvoir envoyer les lettres d'adressage, les comptes rendus. Par exemple, mais c'est même avec cet outil qui fait les lettres d'adressage, qui fait les ordonnances et qui note qui t'a prescrit la dernière fois, à quel âge tu t'es fait vacciner, quels sont tes antécédents médicaux, etc. C'est un CRM pour les médecins. C'est leur CRM. Ouais. Pour les médecins qui ont accès à ce service-là, qui ont souscrit à ce service-là, ils l'utilisent toute la journée, tout le temps. Tu as un retour sur le nombre de médecins activés? Ça fait 1 an et demi qu'on a vraiment lancé le full service et on a 6000 utilisateurs aujourd'hui. Sur la plateforme Agenda, donc réservation des créneaux médicaux et paramédicaux, etc., on a 300 000, 350 000 utilisateurs. Je ne sais plus exactement, entre 300 et 350 000. On a 25-30 000 utilisateurs sur la téléconsultation. Et nouveau service qui est tout récent, on a déjà 6 000 utilisateurs. Et évidemment, on va beaucoup investir encore pour rendre ce dernier service-là le meilleur du marché. En vrai, je suis convaincu que c'est déjà le cas, mais c'est un marché de remplacement puisque les médecins ils sont déjà équipés d'autres solutions qui sont très vieillissantes, mais ils sont déjà équipés. D'accord. Là où, sur notre produit 1, donc l'agenda, il n'était pas équipé. C'était un nouveau marché qu'on a ouvert. La téléconsultation, c'est pareil. C'était un nouveau marché qui n'existait pas en France, qui existait ailleurs, mais pas en France. Là, sur le logiciel médical, logiciel métier de gestion de cabinet, il y avait déjà des concurrents qui étaient présents sur ce marché-là, et c'est un marché qui a 40 ans déjà. Donc voilà, on investit beaucoup pour faire quelque chose de parfait pour les médecins. D'ailleurs, c'est un outil qu'on a co-construit avec nos médecins. On a recueilli leurs besoins pendant de nombreux mois avant de créer le service et le produit. Ouais, ok, très bien. Moi, la question qui me vient tout de suite en tête quand je pense à ce type de service-là, c'est vous avez d'une certaine manière remplacé les assistantes médicales, les secrétaires médicales ou pas? Eh bien, pour le coup, pas du tout. C'est ce que les gens pourraient penser de notre service de réservation de créneaux, etc. Mais c'est assez réducteur, je trouve, pour les assistantes ou assistants médicaux qui gèrent tout le cabinet. Ils ne gèrent pas que la prise de rendez-vous. On voit que ça du côté patient. On se dit, on appelle une secrétaire, elle nous book un rendez-vous avec le médecin X ou Y. Elle fait pas que ça, la secrétaire. Elle doit gérer un certain nombre de choses dans le cabinet. Et en réalité, ça a été un vrai outil pour elle aussi. Et aujourd'hui, ça, c'est un de nos atouts, franchement. Les secrétaires dans les cabinets, c'est un atout pour Doctolib. C'est elles que vous arrivez à convaincre en priorité Honnêtement, en général, elles sont toutes très contentes quand on installe Doctolib dans un cabinet. Ouais, d'accord. Ah ouais. Ça leur fait gagner un temps monstrueux, ça leur simplifie la vie, mais
mais beaucoup, quoi. Donc aujourd'hui, 3 activités. Donc ce que tu expliquais. Vos clients donc en France et en Allemagne. Et en Italie. Et en Italie, ok, très bien. Vous avez des vues d'internationalisation Ah bah oui, on a commencé, l'Allemagne, on y est depuis 2016, je crois, 2017. L'Italie, on y est depuis 1 an et demi, 2 ans. Et donc, bien sûr, et c'est que le début. Il y a certaines familles de praticiens qui sont plus faciles à convaincre que d'autres. Disons que les différentes familles de praticiens, comme tu dis, ne prennent pas les services Doctolib pour les mêmes raisons. Donc, je veux pas dire qu'ils sont plus faciles ou moins faciles. Il y en a certains, notamment les paramédicaux, qui vont venir sur notre plateforme en se disant « ça va m'apporter de la patientèle ». Typiquement, on se rend pas trop compte, mais on le sait pas trop. Nous, si t'as pas les chiffres, tu peux pas le savoir. Aujourd'hui, un psychologue qui se lance, c'est difficile de lancer son activité pour un psychologue. Pour quelle raison, à ton avis ? C'est une pratique qui s'est vachement démocratisée, mais on n'est pas aux US. C'est pas commun comme aux US d'avoir ton psy, tu vois. Donc je prends cet exemple-là parce qu'il va parler aux gens. Et typiquement, un psychologue aujourd'hui qui travaille bien, il fait 80 consultations, 100 consultations par mois. Là où un médecin généraliste, il en fait plutôt 400, 500. Tu vois la différence ? Et du coup, le psychologue, il prend Doctolib pour avoir du nouveau patient, se créer une bonne patientèle, avoir du suivi derrière, de la récurrence et tout. Le médecin généraliste, il en veut pas de nouveaux patients parce qu'il est submergé. Ouais. Tu vois ? Donc lui, il prend plus au contraire pour se dire ça va fluidifier le parcours de mes patients, le boulot de ma secrétaire, etc. Donc ça répond pas, excuse-moi, complètement à ta question, mais du coup, tu te doutes que il y a de vraies spécificités de certains praticiens versus d'autres. Et du coup, on est organisé, nous, en interne, en fonction de ça. Objectif pour nous, pour accompagner au mieux le praticien, faut qu'il ait des interlocuteurs qui connaissent sa profession. Et donc, chez nous, il y a une équipe qui va s'occuper spécifiquement des médecins généralistes. Une autre qui va s'occuper spécifiquement des psychologues. Quand tu dis ça, c'est dans l'équipe commerciale ou au sein de toute la boîte, en fait ? Au sein de toutes les équipes qui sont en contact avec le client. Donc, les commerciaux, oui. Les équipes qui vont gérer toute la partie onboarding et accompagnement des praticiens aussi. Faut qu'on délivre un service premium. De toute façon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est quoi les grands défis pour Doctolib ? Je regardais un petit peu ce matin, tu vois, dans la presse, j'ai vu qu'il y avait, mais je pense que ça c'est un sujet parmi tant d'autres, mais tu vas peut-être me dire le contraire, le sujet de l'annulation tardive des rendez-vous. Alors, annulation tardive ou pas d'annulation du tout, et no-show. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets et est-ce que celui-ci en est vraiment un ? Celui-ci en est un, évidemment. Maintenant, forcément, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais avant Doctolib, on mesurait pas. C'est quelque chose qu'on mesurait pas. Donc, c'est marrant, mais c'est quelque chose qu'on mesurait pas. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était 3 fois pire. Ouais, tu penses ? Ouais. Je pense pas, j'en suis sûr. Tu vois, je parlais d'accès aux soins, mais alors les trop jeunes comprendront pas. Et j'ai que 34 ans, mais je me souviens de ce que c'était de prendre un rendez-vous avec un dermato ou un ophtalmo dans 4 mois ou un ophtalmo il y a 10 ans, tu vois. Ouais. Donc oui, ça reste quand même une problématique parce que maintenant, quand tu as des services comme celui de Doctolib, il y a des attentes sur l'accès aux soins, mais le no-show, c'est même pas qu'une question d'accès aux soins, c'est une question plutôt de coût derrière pour le praticien, d'organisation pour le praticien. Ils sont quand même débordés, nos praticiens, donc faut optimiser leur temps médical. Faut l'optimiser et donc oui, c'est un vrai sujet pour nous. Et on a toute une série pour le coup, là en 2023, il y a un énorme investissement qui va être fait pour mettre en place toutes les mesures qu'il faut pour réduire l'absentéisme. Là où je pense qu'on a progressé, c'est que déjà, grâce en partie à Doctolib, les gens ont peut-être moins le réflexe des urgences déjà, qu'il y a 10 ans, ou quand t'étais malade et que t'as pas de médecin, en fait tu vas aux urgences. Bon, ça c'est moins le cas. Maintenant, faut pas ubériser la santé, faut sensibiliser les gens sur le fait que aller chez le médecin, c'est pas comme aller chez le coiffeur, quoi. Il y a d'autres sujets, d'autres défis que tu vois pour Doctolib là dans les 2-3 prochaines années? Oh, il y en a pour les 2-3 prochaines années, il y en a beaucoup. Continuer de développer le logiciel médical qu'on propose aux médecins, continuer de le développer pour qu'il puisse être utilisé par 100% des praticiens qui sont sur la plateforme. Ça, c'est un vrai objectif. Aujourd'hui, on a construit un service qui s'adresse plutôt pour l'instant aux médecins généralistes et à certains spécialistes. Demain, il s'adressera aux kinés, aux dentistes, pour être proposé aussi à des professions paramédicales probablement. Donc ça, c'est un gros enjeu pour nous, parce qu'on pense que ça va vraiment aider tous les praticiens. C'est un marché, une fois de plus, comme je le disais, qui est un peu bloqué depuis 40 ans, avec des vieux acteurs qui n'innovent pas. Nous, on sait que le progrès passera par l'innovation, et donc on investit énormément là-dessus. Et on travaille avec nos médecins.
Après, un autre gros défi pour nous, ça va être la coordination des soins. Ça, on a déjà un produit, je t'en ai pas parlé, parce que c'est un produit aujourd'hui qui est gratuit, qui s'appelle Doctolib Team, qui permet aux praticiens de communiquer entre eux via la plateforme Doctolib. C'est comme un WhatsApp pour les médecins, quoi. Si je vulgarise un peu l'outil, parce qu'il fait vachement plus que ça pour le coup, mais ça va être un point très important pour nous, hein, toujours dans notre but de faciliter l'accès aux soins, faciliter le parcours de soins pour les gens et faciliter la vie des professionnels de santé. Eh bien, la coordination des soins et le parcours de soins en France, ça s'améliore, mais c'est pas si simple. Et nous, je pense qu'on a un rôle important à jouer là-dedans. C'est-à-dire, tu vas voir ton médecin généraliste, s'il est nouveau dans la région ou autre, il va te dire, OK, faut que tu ailles faire un électrocardiogramme, mais tu t'adresses à qui? Il va te faire une lettre d'adressage. Mais s'il connaît, s'il a des confrères. Mais le confrère, derrière, il a pas forcément le suivi, il a pas forcément ton dossier, tout lui est pas forcément bien transmis, etc. Tu vois? Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, d'une certaine manière, ça rentre en concurrence avec ce qu'essaye de faire le DMP, tu sais, le dossier médical partagé. Ouais, bien sûr. J'ai envie de dire anciennement, comment on appelait le carnet de santé. Mais typiquement, je pense qu'on peut être complémentaires, nous, pour le coup. On n'est pas du tout... Complémentaire, ouais. Ce qu'on va faire, ça va être vraiment en complément de la mise en place du DMP, hein, puisque de toute façon, le DMP, on va l'intégrer complètement, notamment dans notre outil de gestion de patients. L'accès au DMP pour les médecins, c'est de toute façon hyper important. C'est une initiative de l'État, donc voilà. Et on sera complémentaires par rapport à ça. On va pas faire doublon, hein. Ça servira pas à grand chose et ça servira pas à la cause pour le coup. Donc non, je pense qu'on va être en complément de ça. Mais typiquement, au-delà du dossier médical partagé, il y a la fluidité avec laquelle ça communique. Comment remettre le patient au centre de sa santé. Tu vois, et pas qu'il soit ballotté, etc., mais qu'il puisse savoir exactement ce qui se passe pour lui, qu'il ait tout via une appli, parce qu'aujourd'hui, on est tous connectés, qu'il ait tout via une appli et qu'il puisse hyper bien suivre et qu'il maîtrise son propre parcours de soins. Là, ça, c'est un énorme projet, hein, mais là-dessus, je pense qu'on peut avoir un impact assez fort. Ouais, mais alors c'est assez drôle parce qu'on est en France, on parle de santé, on a tous vu votre impact en fait dans le cadre de la crise Covid, au moment où il fallait se faire vacciner, je sais pas ce que on aurait fait sans Doctolib. Un de vos partenaires privilégiés, j'imagine, c'est aussi l'État. Mais bien sûr, on travaille avec l'État et c'est normal en fait, puisque une fois de plus, quand je parlais des objectifs de Doctolib, hein, sur l'accès aux soins et sur améliorer notre système de santé de manière générale, vu la taille de la boîte aujourd'hui, bien sûr, il faut qu'on travaille main dans la main avec l'État. Et heureusement, effectivement, qu'on l'a fait pendant la crise Covid, puisque c'est ce qui nous a permis de créer 1500 centres de vaccination. De les équiper, de faire en sorte que ce soit fluide pour tout le monde. C'est énorme ce qui a été fait, ouais. Mais ça, c'était un très très bon exemple. Il y en aura d'autres, forcément. Parler du DMP et nous du travail qu'on fait en parallèle sur la coordination des soins et du parcours de soins. Ce sera un bon autre exemple, je pense. Je sais que tu pourras pas m'y répondre, et puis on peut pas le lire dans le futur, mais je vous trouve tellement indispensable maintenant et tellement présent sur ce sujet-là. Je vois mal, en effet, comment le gouvernement, comment l'État pourrait faire sans vous, vous laisser une entreprise privée comme ça gérer ce sujet qui est aussi critique, tu vois. À un moment, j'ai du mal à croire qu'il y aura pas un rapprochement, tu vois, comme EDF ou les grandes entreprises structurantes, tu vois, dans l'énergie, le transport, sont des entreprises où l'État a des billes, tu vois. Oui, après, il y a des choses qui sont faites. Tu vois, on est depuis peu, là, une entreprise à mission, par exemple. Ça, c'est quelque chose, c'est un milestone, ça, c'est un label important, ça. Hein, et il y a d'autres entreprises privées, il y en a peu, mais il y en a quelques-unes qui sont des entreprises à mission, qui sont quand même des entreprises privées. Donc, je pense que l'équilibre entre entreprises privées et l'apport que l'entreprise peut apporter aux citoyens français, je pense qu'il peut se garder. Je simplifie vachement les choses là-dessus, mais tout est toujours une question de relation, et dans une relation, le plus important, c'est quoi? C'est la communication, la communication pour faire en sorte que tout le monde trouve sa place et que tout le monde soit content. Hein. Tu vois? Ça va être ça l'enjeu. Il y aura pas d'enjeu Doctolib contre l'État contre Doctolib, ça arrivera jamais, ça. Ça arrivera jamais parce que on a le même but. Dans le cadre d'une expansion à l'international, en dehors des frontières françaises, selon toi, à quel point vous allez être contraint par la réglementation si demain, par exemple, vous voulez aller aux États-Unis ou, j'en sais rien, moi, en Asie? On se plie à la réglementation de chaque pays, hein. Parler de Startup Nation, etc. Moi, je considère qu'on
je sais plus si on en fait vraiment partie encore de la Startup Nation pour le coup. Je pense même plutôt plus du tout, mais on voit beaucoup de startups qui se lancent dans plein de pays à la fois parce que c'est facile. Ou parce qu'il n'y a pas de barrière technologique. Il n'y a pas de barrière technologique. Ouais. Tu as un produit qui peut marcher dans 4, 5, 6, 10 pays. Bon, t'en lances plusieurs en même temps ou tu les lances à la chaîne, à la file. Puis tu peux le faire. Doctolib, pourquoi il y a eu des choix très, très mesurés sur l'internationalisation? Parce qu'on bosse dans la santé et que la réglementation est pas du tout la même d'un pays à l'autre, tu vois. Alors ça va qu'on a commencé par le plus difficile, la France. Ah ouais? Ouais. Peut-être pas le plus difficile, mais en tout cas, on a un système de santé qui est incroyable, France, et qui est particulier aux yeux du monde, quand même. Beaucoup plus facile aux US ou en Angleterre ou autre. Donc, pour répondre à ta question, on se pliera à la réglementation en vigueur dans tous les pays dans lesquels on décidera d'aller s'implanter. Hein. Mais il y a des pays où vous vous dites, bon, ok, dernier sur la liste. Oui. Lesquels? Je sais plus, très honnêtement. On a une équipe qui bosse là-dessus et c'est important, même pas que pour l'expansion, mais savoir ce qui se passe dans d'autres pays, ça nous permet d'être très forts dans les pays dans lesquels on est aussi. Tu vois, parce que on sait ce que c'est en politique, les décisions qui peuvent être prises dans le secteur de la santé d'un pays à l'autre, en fonction de qui est à la tête du pays, quelle direction ça prend, etc. Donc c'est important qu'on soit en veille là-dessus. Et donc on a quand même étudié évidemment tous les systèmes de santé. Et oui, il y a des pays dans lesquels on se dit que ça va être compliqué. Est-ce que je peux t'en donner comme ça? J'en sais rien. La Chine. Voilà. Exemple, il y a certains pays dans le monde où c'est très opaque. Donc déjà pour l'étudier, c'est compliqué. Mais alors en plus pour prendre le risque de s'y implanter et les moyens qu'il faudrait pour s'y implanter aussi, parce que derrière c'est des investissements qui sont colossaux. Tout à l'heure, tu m'évoquais une culture où on retrouvait beaucoup les valeurs du sport chez Doctolib. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur cet aspect-là? Ouais, notre boss, c'est un ancien tennisman, il s'est entouré de guerriers, il a une super équipe. Docto, c'est une boîte qui est dirigée déjà par des gens qui donnent un peu le ton sur ces sujets-là, de bienveillance, mais de travail, d'effort, de pourquoi on fait autant d'efforts et de travail, donc de mission. Je parlais d'entreprise à mission, etc. Mais c'est quelque chose qui nous tient vachement à cœur, quoi. C'est important de donner un sens vraiment à ce qu'on fait, à notre travail, etc. Mais on sait que ça passe par de la discipline, de l'effort, de l'organisation. Et c'est vrai que tous ces sujets-là, toutes ces valeurs-là, tu les retrouves dans beaucoup de sports. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vous rejoignent par rapport à ces valeurs-là? Et est-ce que tu vois une différence entre les gens qui rejoignaient Doctolib dans les premières années, enfin, tu sais, depuis 4 ans, mais en tout cas, il y a 4 ans et aujourd'hui? Non, parce que je pense que cette culture d'entreprise, elle existe depuis le jour 1. Tu vois, je fais pas. Moi, j'ai rejoint l'entreprise en partie pour ça, et je pense vraiment que le mérite, il revient au fondateur, en grande partie à Stan, qui insuffle un truc absolument incroyable. Et même aujourd'hui, alors qu'on est 2800, ça s'essouffle pas, ce truc-là. Et ça, c'est un truc que je trouve assez incroyable et qui est assez inexplicable pour moi, parce que j'ai connu quand même d'autres boîtes, où tu te dis, maman, plus une entreprise grossit, plus c'est difficile d'entretenir les valeurs initiales d'entreprise, etc. Et de garder tout le monde dans le même bateau. À 2800, c'est incroyable ce qui se passe, mais ça se passe bien. Alors, je vais pas te dire que on est quand même 2800, donc forcément, oui, il y a des gens contents, pas contents, des gens qui partent, qui arrivent, forcément, comme dans toutes les boîtes. Mais en revanche, les gens qui sont là, on est quand même tous assez alignés sur pourquoi on est là et qu'est-ce qui nous plaît ici. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Les valeurs. Je te dis, les valeurs, le but. Pourquoi tu te lèves le matin pour aider des médecins, pour aider des patients. C'est assez incroyable. Et même quand tu as une fonction, tu vois, moi, je suis un chasseur, quoi, de base. Moi, je suis le... T'allais dire le commercial de base. Je suis le commercial de base. Je suis le commercos. Et honnêtement, c'est une boîte qui a donné beaucoup de sens à ma carrière. Et mes aventures précédentes, elles m'ont permis de vraiment de beaucoup grandir, etc. Et je remercierai jamais assez les gens qui m'ont aidé, qui m'ont poussé.
Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance à un moment donné de pouvoir rejoindre un projet qui a donné beaucoup de sens à mon travail commercial, quoi. Que j'avais moins retrouvé, mais c'est pas un gros mot de le dire, hein. Je préfère faire ce que je fais aujourd'hui que de vendre des bagnoles ou faire de l'immobilier. Ouais, c'est un sujet, je pense qu'il y a un vrai sujet générationnel aussi. On en parlait dans le premier épisode avec Nassim, où tu as une nouvelle génération qui est beaucoup plus en quête de sens et d'impact que potentiellement les précédentes. Et ça se retrouve notamment chez les commerciaux. Mais alors du coup, en termes de culture d'entreprise, tu vois, Doctolib, comme tu le disais, tu peux pas dire aujourd'hui que c'est encore une start-up, c'est gros, vous êtes 2800. Ça nécessite quand même pas mal d'énergie, d'investissement. Est-ce que selon toi, pour bosser dans une boîte comme Doctolib, il faut être jeune, il faut avoir moins de, 30, 35 ans Je pense que pour bosser dans une boîte comme Doctolib, non, faut pas forcément être jeune. Je pense qu'il faut quand même être connecté, mais il y a zéro discrimination là-dessus pour le coup, je pense. Aujourd'hui, vous êtes 2800, vous êtes répartis sur plusieurs sièges, sont lesquels ? On a notre siège qui est à Levallois, où il y a beaucoup de monde, il y a plus de 1000 personnes à Levallois. On a un autre site qui est en construction, hein, pour tout dire, mais en attendant, on est dans un espace de coworking où on a pris beaucoup de place à Nantes, où j'ai passé 2 ans d'ailleurs. Hein. Je l'ai pas raconté quand je me suis présenté, mais le dernier produit dont je parlais, j'ai été le lancer de Nantes, où on a recruté beaucoup d'équipes. On est déjà 300 à Nantes, et donc ça va être vraiment un deuxième site important. Et après, on a des bureaux locaux un peu partout en France, des petits bureaux, parce que on a des équipes terrain qui sont un peu partout en France. Donc voilà, on a 2 gros sites en France et quelques bureaux un peu partout. Doctolib, organisation hybride, bureau et télétravail ? Complètement. Ça se passe comment ? Ça s'organise comment ? Ça se passe super bien. On est sur un mode hybride où on a plusieurs jours par semaine où on pense justement, on parlait de culture d'entreprise et de valeurs collectives, sportives, etc. C'est important de se réunir. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour un modèle hybride. Et on est content, et c'est marrant, mais quand on l'a annoncé, les collaborateurs, ils étaient tous plutôt contents quand même de pouvoir continuer à venir au bureau et de pas être contraints. Mais ils ont quand même 2 à 3 jours de télétravail par semaine. C'est imposé ou ça se passe comment exactement ? Imposé, disons qu'on structure. On essaie de cadrer un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Et on essaye de faire en sorte que sur les jours de présence, une équipe soit ensemble, si tu veux. Mais le modèle hybride, il est plutôt souple en fait, donc c'est top. Ouais, ok, très bien, très cool. Aujourd'hui, l'organisation commerciale Doctolib, elle s'organise comment ? Elle est grosse, c'est une belle grande organisation. Eh bien, comme je le disais, on s'organise par déjà spécificité médicale, paramédicale, médecin généraliste, dentaire, kiné. On s'organise vraiment en fonction de la spécificité des praticiens. Ça, c'est probablement le truc le plus important dans notre organisation, parce que ça nous permet vraiment d'être meilleurs, spécifiques, d'être précis. Donc ça c'est très important pour nous. Et puis après, elle s'organise, je pense, comme toute bonne organisation commerciale, avec des équipes qui ont des managers qui ont des N+1 qui vont être senior managers ou directeurs. Mais alors du coup, c'est combien de commerciaux, c'est combien de verticales, qu'on puisse se figurer un petit peu ça ? Des verticales, il y en a une petite dizaine. Ok. À chaque verticale, un directeur commercial ? Pour le coup, non, pas forcément, mais l'équivalent d'un directeur commercial, D'accord. Ça peut être un senior manager ou oui. Il y a des patrons de BU, quoi. Et du coup, en dessous, disons qu'en tout, il doit y avoir 350, 400 personnes, juste commerciaux. Je parle pas des équipes qui vont onboarder les praticiens, qui vont être plus sur la partie satisfaction. Dans une BU, il y a 350 commerciaux ? Pas dans une BU en tout. Splitté sur 10 sur les 10 verticales, évidemment. Tu vois. Mais en plus de ça, il y a 100 à 150 personnes qui sont là pour et même plus si je compte le support, il y a 300 personnes de plus qui font juste de la satisfaction et qui se chargent d'onboarder nos clients, de s'assurer que nos clients vont bien, qu'ils utilisent bien nos services. D'accord. Alors du coup, une organisation commerciale, c'est quoi ? Est-ce que ce sont des SDR Organisation commerciale, très simple. On a des sales qui sont full cycle, pour le coup, qui font tout. Et tu vas jusqu'au bout de la relation avec ton client, qui va bien au-delà de la signature du contrat, puisque tu formes ton client au produit auquel il a souscrit. Donc ça, le commercial, sa mission va jusque-là. Et après, le client passe entre les mains d'équipes qui vont plus s'occuper de sa satisfaction. Il me semble que vous avez des commerciaux sédentaires et des commerciaux terrain. Tout à fait. Ça, c'est notre spécificité dans notre organisation commerciale. On a une centaine de commerciaux terrain
c'est l'image de Doctolib en région et franchement, c'est incroyable de pouvoir s'appuyer sur eux. C'est des postes qu'on ne retrouve qu'en région où on les à retrouve Paris également. aussi. Ah d'accord, mais alors du coup, pourquoi aussi, avoir créé des commerciaux au final sédentaires et terrain? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines verticales où on a des parts de marché très importantes et où en fait, on peut tout faire à distance parce que c'est OK de tout faire à distance et qu'on a des praticiens qui décrochent et qui sont OK pour nous parler. Tu vois? Il y a des praticiens avec qui c'est plus difficile et du coup, il faut mobiliser des gens. Exactement. Okay. Qui aillent sur place et qui aillent discuter en client-facing avec les praticiens, ouais. Il y en a. C'est en fonction de ces besoins-là qu'on s'organise, quoi. Chez les commerciaux terrain et chez les commerciaux sédentaires, est-ce qu'il y a des qualités différentes à mobiliser? Des qualités différentes, oui. Pour le coup, c'est pas le même métier parce que le commercial terrain, il est plus isolé que le commercial sédentaire qui est en équipe au bureau. Hein. Il passe beaucoup de temps sur la route et donc il doit avoir une grosse capacité d'organisation pour savoir quand est-ce qu'il va faire son reporting, combien faut qu'il soit extrêmement bien organisé. Là où un commercial sédentaire, en général, c'est des profils peut-être un peu plus jeunes, qui ont peut-être un peu moins d'expérience sur le métier, mais parce qu'ils derrière, ils vont venir au bureau, ils ont une équipe et des managers de proximité qui peuvent les coacher au quotidien et les faire progresser très vite. Là où un commercial terrain, il a aussi un manager de proximité, mais il le voit moins, il l'a régulièrement au téléphone. Mais du coup, y a besoin qu'il soit déjà un peu plus senior sur son poste au moment où il commence, parce que la progression, elle va être forcément plus lente. Mais liée à l'organisation et au poste, en fait. Hein. Ouais, bien sûr, comme tous les commerciaux terrain, t'as ton agenda, tes objectifs. Après, ça paraît logique, des équipes sédentaires qui sont au bureau, qui sont ensemble et qui ont un coach et un manager qui est là pour les aider quand elles le souhaitent et qui est dispo pour ça. Tu progresses beaucoup plus vite quand t'as ça, quoi. Et tu expliquais que le sales prenait le cycle de vente de A à Z, ce qui comprend l'onboarding et... Pas l'onboarding, plutôt le training. Ah, le training, très bien. Le training du médecin. Après, l'onboarding, vraiment, doit durer un peu quand même, pour que le médecin il soit bien lancé, satisfait qu'il ait un bon usage tout de suite et que l'usage, surtout, ait l'impact escompté pour qu'il y ait un vrai suivi. Donc, c'est pas comme dans plein de boîtes où ils se disent... l'onboarding, c'est le training en fait. C'est tu formes ton client à ton produit et puis 3 jours après, salut et tu rappelles, tu lui dis rappelez si vous avez un problème quoi. Nous c'est pas ça. On est vachement plus proche que ça de nos utilisateurs et de nos praticiens. Ça veut dire qu'il y a un petit temps pour que les gens soient aussi à l'aise avec la solution. C'est une solution qui est fluide. Parce que l'UX est incroyable et que maintenant tout le monde le connaît. Mais pour le praticien, c'est beaucoup de fonctionnalités. Pour la secrétaire aussi. C'est un changement d'usage. C'est un changement quotidien pour eux. Ils mettent combien de temps à être autonomes sur l'outil? Ça dépend des produits. On a 3-4 services. Ça va de 30 jours à 90 jours. Je te posais la question parce que je me disais, OK, si le commercial est en charge du training, ça lui prend combien de temps dans son planning de commercial? C'est un tiers. Ouais, c'est quand même... c'est un investissement. C'est un gros investissement qu'on fait, bien sûr. Mais toujours dans l'optique, une fois de plus, de se dire... Nous, on est sur un modèle où le praticien, il est pas engagé, quoi. Tu vois, il est pas engagé. Il faut qu'on lui apporte de la valeur. Il faut qu'on soit utile pour lui. Et il faut qu'on soit le partenaire de confiance dont il a besoin. Et pour ça, en fait, faut du support, faut de la satisfaction. Ouais. Tout à l'heure, je t'ai posé la question pour la nouvelle offre, mais du coup, le taux d'activation de manière globale, on va dire sur la grosse fonctionnalité, grosse offre, agenda, et il est de combien? En sachant que vous avez mis tout ça en place, j'imagine qu'il y a des praticiens qui n'utilisent pas forcément la solution, vous la lui vendez, oui. Et puis finalement, c'est des praticiens qui arrêtent. Alors, des praticiens dormants, on n'en a pas. Le praticien, quand il... Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Quand tu payes un abonnement où tu l'utilises, si tu l'utilises pas, tu finis par résilier. Mais oui, des praticiens qui résilient, on en a, forcément, comme dans toute boîte, mais ça reste très très faible pour le coup par rapport au vu de notre taille. Non, j'ai envie de retourner au papier, laissez-moi Doctolib. Non, ça arrive évidemment quasiment pas. Après, il y a des praticiens qui partent en retraite, il y a des praticiens... Tu vois, il y a des raisons contre lesquelles tu peux pas faire grand-chose. Donc non, il y a un usage qui est très fort pour le coup. Ouais, d'accord. Mais lié à tout l'investissement qu'il y a derrière, lié à notre service à l'innovation déjà. Ouais, puis à l'accompagnement. Et puis à l'accompagnement. Ouais. C'est aussi simple que ça. Hein. Pour en revenir à l'équipe commerciale, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe une vente de A à Z, des premiers échanges, des premiers contacts au closing? Eh bien, comment ça se passe? En général, le praticien nous connaît quand même. Maintenant. Maintenant, en général, il nous connaît, donc où on l'appelle, où on se déplace pour aller le voir.
En général, on va beaucoup échanger avec lui sur la structure de son cabinet, savoir comment il fonctionne. Il a une secrétaire, il en a pas. Ouais, comment travaille la secrétaire, découverte. Une découverte qui est très poussée, hein. Parce que certains utilisent des outils, d'autres pas, mais il y a beaucoup d'habitudes chez les médecins. D'accord, pour savoir comment vous allez pouvoir vous insérer en fait. Et puis à quel point le changement pour lui va être difficile ou pas. Parce que pour certains, le changement, il est complexe. Quand ils pratiquent depuis 25, 30 ans de la même manière, avec les mêmes méthodes, c'est difficile de changer des habitudes, même si c'est pour du mieux. Que grosse partie découverte, derrière une présentation, enfin c'est assez classique en fait, hein. Présentation de notre produit, démonstration, enfin démo forcément de ce qui fonctionne. Aujourd'hui, on a la chance aussi de pouvoir lui donner des numéros et des noms de confrères à lui qui utilisent la solution, lui proposer de les contacter. Et en général, ça va se faire en 2-3 rendez-vous. Ouais, 2-3 rendez-vous, donc vous avez un cycle de vente qui est assez court. Oui. On parle de quoi, de 2-3 semaines? Ouais, 2-3 semaines, ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Et du coup, l'abonnement, il est à combien? Ça fait un panier moyen de combien? C'est entre 100 et 150 euros. Aujourd'hui, tu sais un peu quelle est votre part de marché? Pour le coup, on la suit verticale par verticale. Ce sont des marchés différents. Il n'y a pas autant de médecins généralistes en France que de dentistes. Et du coup, ça dépend vachement des verticales. Donc, c'est difficile. En fait, ça va de 25 à 75%. Ok. Tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que je me dis, demain, t'es un jeune commercial, t'arrives chez Doctolib, on dit, bon, bah, maintenant, tu dois aller prospecter sur le terrain ou même t'es commercial sédentaire. Je me demande à quel point le marché est saturé, en fait, ou à quel point, tu vois, ça va être difficile d'aller gratter de nouvelles parts de marché. Eh bien, alors, tu vois, de manière très générale, on a 350 000 praticiens sur la plateforme. Des professionnels de santé en France, il y en a 2 millions. Ouais, un peu plus. Ok. Donc, les gens qui parlent d'hégémonie, tu vois, alors il y a que... on n'y est pas encore. Bah, on n'y est pas encore. En fait, on est très installé dans les zones urbaines parce que c'est comme ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Maintenant, évidemment, il y a plein de zones où il faudrait qu'on soit davantage présent pour aider plus. Mais bien sûr que c'est pas que le début en France parce qu'on a déjà, on est effectivement bien présent, mais il y a encore beaucoup à faire. Et des parts de marché, il y en a encore. On n'est pas les seuls sur le marché. Les concurrents, oui, ils sont petits. Ils ont l'air petits et les gens n'ont pas l'habitude d'aller sur d'autres plateformes que sur Doctolib pour prendre leur rendez-vous. Mais il y a quand même beaucoup de médecins, des centaines de milliers qui ne sont pas sur Doctolib. Je suis tellement énervé quand ça arrive. Ouais, hein. Ou quand on m'envoie sur une autre plateforme, je suis là. Ouais, non, pourquoi? Je te jure. Bah, ça, faut le signaler aux praticiens, ça. C'est ça qu'il faut faire. Faut lui dire, voilà, j'ai mon appli Docto, pourquoi vous n'êtes pas là-dessus? Ouais. Qu'est-ce qui fait que parfois on dit non à vos sales? Eh ben, c'est une très bonne question, Audrey. Parce que vous ne savez pas vous-même. Non, c'est pas qu'on sait pas. Forcément, on sait, on écoute les praticiens quand ils nous disent non. Mais quand on prend du recul, on se dit que bon, ceux qui vont à la concurrence, à la limite, je peux comprendre que tu choisisses une autre solution sur le marché. Que tes patients réclament pas plus que ça que tu sois sur Doctolib et que t'es sur une autre plateforme. Voilà, je peux comprendre ça. Sur les autres, je sais pas trop. Hein. Il y en a. Je te dis, c'est surtout, je pense, un changement d'habitude qui est parfois difficile pour les médecins. Ou alors les irrésistibles gaulois. Tu vois, il y en a les irrésistibles gaulois qui reconnaissent des fois la valeur ajoutée de Docto et tout, mais par principe, n'iront pas ou payeront pas pour ce type de service. Aussi, il y en a. Parce qu'en soi, c'est pas cher. Enfin, tu me dis 150 € par mois. Bah non, surtout quand on sait que, voilà, enfin, un médecin pour bien s'équiper, etc., il paye, c'est rien. Enfin, c'est rien, c'est pas rien, mais c'est petite partie de son budget. C'est pas une grosse partie de son budget. Et surtout, au vu de ce que ça apporte, c'est même pas une question forcément que de budget, etc. C'est ce que ça apporte derrière en termes de valeur. Ça apporte beaucoup de valeur. Ouais, donc a priori plutôt de la résistance au changement. A priori, on est sur de la résistance au changement. Il y a pas cette Et ça, en bon commercial que je suis, ça c'est l'objet. Enfin, est-ce que c'est une vraie objection ou est-ce qu'il y a d'autres choses cachées derrière ça? C'est jamais facile quand t'es commercial d'être confronté à cette situation-là en fait, où t'as pas une objection, un traitement à l'objection avec le bon argument ou le bon chiffre, etc. Tu vois. Après. Mais c'est ce qui, je pense, doit être dur d'une certaine manière pour vos sales. Enfin, tu m'arrêteras si je me trompe. C'est que je trouve que au final,
tu dis les praticiens, les professionnels de santé, ce sont des professionnels, mais c'est pas du B2B, en plus c'est du B2C. Donc en plus, dans la gestion des objections, tu es sur un rapport qui est très personnel. Tu peux pas dérouler, comme tu le disais, un script, etc. parce que ce sont des gens. C'est comme dans l'immobilier. C'est exactement. Et en fait, t'as dit un truc très juste. Hein. On fait plus de B2C que de B2B. On pense que c'est des professionnels de santé, mais en fait, un médecin généraliste qui est seul dans son cabinet ou avec sa secrétaire depuis 30 ans, etc. En fait, les discussions qu'on a avec lui quand on fait une découverte des besoins, etc. On parle pas à une entreprise, hein. On parle bien à une personne qui a des problématiques, qui a des besoins spécifiques à son vécu, son organisation, son expérience, etc. T'as relevé un truc important là. Alors comment tu les formes? Des commerciaux. Eh bien, tu vois, comme je le disais, stratégie initiale quand même, c'est les différentes verticales. Donc bien comprendre déjà. Bien comprendre le métier du praticien que tu vas appeler. Essentiel. Mais c'est essentiel en B2C, tu vois. C'est vraiment essentiel en B2C. Quand je faisais ça dans l'immobilier, c'était pareil, la phase de découverte. Enfin, fallait savoir se mettre à la place de la personne qui vend un bien immobilier dans lequel il a mis toutes ses économies, toute sa vie, etc., tu vois. C'est le même genre de sensibilité qu'il faut avoir. Et là, il y a des spécificités verticales par verticale. Elles sont fortes, les spécificités, quand même. Tu vois, entre un dentiste et un kiné, c'est deux métiers différents. Tu peux pas les échanger et les adresser de la même manière. Ok, donc il y a une formation sur il y a une formation verticale. Vraiment sur la verticale. Il y a une formation sur les produits, sur la suite de services de Doctolib, évidemment. Après, il y a quand même de la formation commerciale. Hein. Ça reste une super école de vente, Doctolib. Raconte-moi, franchement, j'adore écouter ce que font les boîtes qui sont de vraies écoles de vente. Ouais. On a une Doctolib Academy qui dure 3 semaines. Première semaine, tu te familiarises avec l'environnement Doctolib, les valeurs, ce qu'on apporte, etc. Donc, ça, c'est extrêmement important. Hein. C'est vraiment la semaine d'intégration. La deuxième semaine, très focus vertical, donc les différentes verticales, les suites de produits. Okay. Et troisième semaine, là, tu rentres dans le vif du sujet. Ok, là, t'as une formation un peu plus commerciale. Comment convaincre tel ou tel praticien de prendre tel ou tel produit, etc. Qu'est-ce qu'on leur dit? Ça peut être quoi les objections? On est derrière sur une formation commerciale, j'allais dire classique, mais c'est sur une troisième semaine d'onboarding. Donc l'investissement, il est énorme sur l'onboarding de nos salariés, oui, parce de nos que collaborateurs. Ça veut dire que pendant la période de formation, les gens ne closent pas, sont pas sur le terrain. Pour la troisième semaine, ils intègrent leurs équipes aussi, donc ils commencent vraiment à découvrir leur futur métier, leur futur poste. Mais oui, il y a un gros investissement sur l'onboarding. Ok, donc j'arrive, j'ai ces 3 semaines-là. Ensuite, est-ce que j'ai des shadow meetings? Est-ce que j'ai un buddy? Ensuite, j'ai un buddy dans mon équipe, en général. Après, j'ai un manager que je vois toutes les semaines, même 3-4 fois par semaine s'il faut, pour s'assurer que je dis ce qu'il faut, que je progresse comme il faut, qui va me redonner en plus des tips, me reformer, m'aider, faire des rendez-vous avec moi. Bien sûr. Énorme investissement, on a beaucoup de managers. Une fois de plus, on parle à des médecins. On est précautionneux, t'as même pas idée, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de managers. C'est pas comme dans plein de boîtes où t'as un petit jeune commercial qui débarque, c'est un bon chasseur, il a de la tchatch, ça passera pas avec les profils. On lui file un portefeuille et puis il va appeler, et puis s'il en crame, c'est pas grave. On réfléchit pas comme ça, nous. Nous, non, tu vas appeler des médecins demain, donc t'as le droit de te tromper un peu au début, il y a pas de souci. Faut quand même vite être au niveau, vite progresser. Mais on investit pour ça. Et alors, du coup, il y a presque un mois, en fait, de formation qui est dédié au commercial qui arrive. La période d'essai, j'imagine qu'elle doit durer 3-4 mois, en tout cas, la première partie. Sur la base de quoi tu évalues un commercial pendant ces 3 premiers mois-là? Après, il y a des résultats quand même à partir du deuxième mois, donc 2, 3, 4 mois. La progression est importante pour nous. Au-delà du résultat en lui-même, c'est la progression qui est importante. Donc c'est pas, ok, tu dois faire, c'est rien, 10 cas de chiffre d'affaires, t'es à 9, ciao. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, on investit beaucoup. Et pour le coup, c'est la progression qui est intéressante. On a du recul aussi. On a 10 ans d'activité, des commerciaux, il y en a eu beaucoup chez Doctolib, que ce soit, terrain, sédentaire, etc. Donc, quand t'as le recul, t'as les bons chiffres en tête, tu sais. Ouais. Alors, au bout de combien de temps on est efficace? 3 mois. Ok. 2-3 mois, ouais. En moyenne, les gens restent combien de temps? Longtemps. Je trouvais ça assez étonnant. J'ai connu plus de turnover par le passé, moi. Mais vraiment beaucoup plus. C'est le jour et la nuit. Longtemps, ça veut dire quoi?
on en a qui sont là depuis 5-6 ans sur le même poste, mais là, je dirais 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est, pour le coup, parole d'un mec qui a vu la Startup Nation dans toute sa splendeur naître, c'est pire partout ailleurs. Vraiment, pour le coup. Ouais. Et c'est ça qui me fait dire, moi, que on a une marque employeur qui est hyper forte, mais on a investi beaucoup pour conserver ça. Et 100% des collaborateurs, des salariés sont actionnaires chez Docto. Ah bon? Ouais. Donc, des BSPCE? Ouais. Tout le monde en a. Donc ça, tu vois, pareil, dans l'investissement, de l'implication, tu rentres chez Doctolib, c'est une entreprise à mission, tu vois. Je vais pas te dire que tu rentres pour sauver le monde, mais tu rentres chez Docto pour avoir un impact sur la vie des gens, sur la vie des praticiens. Les objectifs des commerciaux, est-ce que tu peux nous partager des chiffres En fait, le truc, c'est que d'une verticale à l'autre, les objectifs sont pas les mêmes. Je le disais, c'est pas les mêmes marchés, pas les mêmes volumes, y a pas la même approche. Ça dépend vraiment. Par contre, ce que je peux dire, c'est basé sur un nombre de praticiens à convaincre par mois, quoi. C'est assez basique comme modèle. Est-ce que c'est votre North Star métrique? Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu le chiffre qu'on va suivre pour s'assurer d'évoluer dans le bon sens. Est-ce que votre objectif, c'est avoir le plus de praticiens possible? Bon, j'imagine forcément du chiffre d'affaires, mais tu sais que forcément, ça en découle. Pour le coup, je pense que je trahis aucun secret en disant que à 2800 personnes, une fois de plus, je le dis, t'es plus dans la Startup Nation, en tout cas dans la partie cash burning de la Startup Nation où t'as une espérance de vie et faut faire de la croissance à tout prix pour relever des fonds. On n'en est plus là depuis longtemps. Évidemment que comme toute entreprise bien gérée, il faut qu'on suive la rentabilité de nos commerciaux et pas faire de croissance juste en recrutant massivement des gens. C'est pas évidemment qu'on veut faire de la croissance. Mais on veut pas faire de la croissance à tout prix. Là, faut qu'on fasse de la croissance rentable. Si on veut pouvoir continuer une fois de plus, à mettre en œuvre nos projets, lancer d'autres services innovants, continuer d'innover dans la santé. Ça coûte cher d'innover dans la santé. Du coup, pour ça, faut une entreprise derrière qui ait les reins solides et qui soit bien gérée. La Startup Nation telle que je la vois aujourd'hui, elle est loin derrière vous. Elle est loin derrière nous, mais c'est surtout que je parle avec beaucoup de gens encore dans cet écosystème et qui ont des problématiques différentes, qui ont une pression qui est différente. Leur pression à eux, c'est je vais être à court de cash dans 10 mois, faut que j'ai coché telle case si je veux pouvoir espérer relever des fonds. Ok, quelles sont les possibilités d'évolution pour les commerciaux? Tu me disais qu'en effet, les gens restaient 2 ans et demi, 3 ans. Très simple, t'as 2 possibilités, mais déjà, c'est bien d'en avoir 2. Parce que pour le coup, dans beaucoup de boîtes comme la nôtre, en général, ce qui est prôné, c'est évolution verticale. Faut passer team leader ou manager, et voilà. Là, c'est une possibilité chez nous, parce qu'on a beaucoup de managers, beaucoup de team leaders, les plus talentueux, bien sûr, qui peuvent avoir, et les plus ambitieux peuvent évoluer verticalement. Il y a beaucoup d'évolutions horizontales possibles aussi chez nous. Ah bon? Ouais, des programmes de formation pour faire en sorte que quelqu'un d'hyper motivé qui veut rester chez Docto, qui veut faire du produit, puisse faire un programme et tout pour aller faire du product, tu vois. Il y a plein de métiers qui ont un lien les uns avec les autres, tu vois. Commerciaux, recruteurs, il y a plein de possibilités transverses. Vu de notre taille, on communique vraiment très très bien sur toutes les possibilités de mobilité interne, tu vois. Et je pense que ça, c'est un énorme atout pour nous. Je pense que c'est un truc qu'on fait bien et qu'il faut qu'on continue de faire. Et sur lequel il faut qu'on continue d'être attentif parce que je pense que c'est ce qui nous permet de retenir aussi des talents, quoi. C'est quoi ton job à toi au quotidien? Je fais plein de choses. Tu vends plus, on est d'accord. Ça m'arrive. C'est vrai? Ouais. Sur des gros sujets? Ouais, mais au-delà de ça, des échanges commerciaux, entre guillemets, je vais pas dire que je vends, et en fait, je fais quasiment que ça, tu vois. En fait, tu t'arrêtes jamais vraiment de vendre. Eh bien, moi, je dirais que, je suis encore vachement dans l'opérationnel, malgré la taille de mes équipes. Docto, c'est 90% d'exécution, 10% de strat. Les gens pensent que arriver à un niveau de poste, c'est beaucoup ce que je dis à mes jeunes, tu vois. Les jeunes très ambitieux qui débordent d'ambition, au bout de 6 mois, ils veulent être managers, tu vois, c'est comme ça maintenant. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Et puis, je vais pas critiquer, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Ils veulent être managers souvent pour les mauvaises raisons. Ils pensent qu'ils vont plus faire d'opérationnel, qu'ils vont faire de la strat. Et quand je leur dis, c'est quoi, à ton avis, faire de la strat? Je sais pas, être dans les meetings, faire... Mais tu crois qu'on fait quoi dans les meetings? Tu vois?
On boit des cafés. Dans les meetings, non, mais dans les meetings, on design pas la strate de Docto sur les 10 prochaines années, tu vois. Il y a des moments dédiés à ça. Mais là, non, la plupart du temps, c'est on se prend la tête pour savoir comment on améliore le run, comment opérationnellement on peut être meilleur. Et ça, j'ai un job finalement qui est très opérationnel. Je dirais que j'ai 40% de management quand même, parce que même si j'ai des gens en direct très très forts, pour le coup, je suis très content de mon équipe, moi, direct. Maintenant, oui, je les aide vachement là-dessus. Je pense que mon rôle à moi, quelle que soit la taille des équipes, c'est pas une question de taille d'équipe pour le coup. Ça reste de continuer de transmettre la vision, la bonne direction, les bonnes valeurs aussi. Et donc, j'ai une partie de management qui est quand même encore assez importante. Et j'ai 10% vraiment de strat où là, tu fais des projections avec des équipes transverses sur les marchés, etc. J'ai un peu de ça, forcément, pour mettre en place les bonnes stratégies à 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Mais le reste du temps, c'est du run, c'est de l'opérationnel, c'est du coaching, c'est... Voilà. C'est assez drôle parce que j'ai interviewé également Mathilde Deglin chez Ledger, donc qui est directrice commerciale là-bas. Et elle me disait aussi la même chose. Et puis elle me disait, dans ces univers-là, faut que tu sois hands-on en fait, faut que tu mettes la main dans le cambouis. Hyper important. Ouais. Moi, un truc, tu vois, quelle que soit une fois de plus la taille des équipes, un truc que je m'impose et que j'impose du coup aux gens qui sont en direct en dessous de moi, qui évoluent comme moi, qui sont aussi passés en général de sales ou leur premier poste à manager, puis manager de manager, puis parfois directeur, eh bien, à tous ces gens-là, moi, je leur impose un truc. T'as évolué, c'est super. Tu veux être bon dans ce que tu fais, il faut que tu connaisses sur le bout des doigts le job de TN-1, de TN-2, de TN-3. Si tu maîtrises pas leur job, tu peux pas être impactant. Quel que soit ton niveau de poste, c'est pas possible. Donc moi, je mets un point d'honneur à être hyper précis, à maîtriser 100% du job de toutes les équipes que je peux manager. Comment je peux leur parler ? Comment je peux passer un message cohérent et être impactant si je maîtrise pas ce qu'ils font? Alors concrètement, comment tu fais quand tu arrives dans une entreprise directement en tant que manager pour acquérir cette crédibilité-là? Est-ce que tu prends ton téléphone avec tes équipes? Est-ce que tu vas sur le terrain avec elles? Ah oui, bien sûr. Tu vas sur le terrain avec elles, tu vends, tu fais du vie ma vie, tu passes du temps avec elles pour comprendre. Et autant de temps que nécessaire, quoi. C'est évident. Tu te mets au niveau des gens, quoi. Et du coup, tu évoquais des gens qui ont commencé en tant que commerciaux, sont passés set manager, directeur, etc. Il y a un programme pour les accompagner sur ce sujet-là parce que tu sais, ce qu'on voit souvent, c'est et c'est génial parce qu'encore une fois, c'est de la crédibilité, c'est que souvent les responsables commerciaux le deviennent parce qu'ils étaient des bons commerciaux. Or, être un bon manager, c'est un job qui est complètement différent. Est-ce que vous les accompagnez sur ce sujet-là? Ouais. Ils sont mentorés. Et au-delà de ça, ils sont mentorés et vachement accompagnés. Typiquement, moi, je pense que quand on nomme moi, mon organisation, elle change dès qu'il y a un nouveau manager dans mes équipes. Quand je dis mon organisation, elle change, c'est que je sais que je dois investir. Du temps. Ouais. Et du coup, investir, quoi. Parce que c'est-à-dire que c'est des choses que je vais pas faire et il faut que j'investisse 1 mois, 2 mois, 3 mois pour être sûr de transmettre toute l'expérience le plus vite possible pour faire en sorte d'avoir quelqu'un qui grimpe facilement, qui soit à l'aise facilement sur ses nouvelles fonctions. Et on a un programme, on appelle ça M-Boost. C'est un programme d'accompagnement pour les nouveaux managers. Et ça, c'est pour tous les managers de Doctolib. D'accord, qu'ils soient commerciaux ou pas. Ah, qu'ils soient commerciaux ou pas, tous les managers de Doctolib. C'est un vrai accompagnement sur tous les aspects du job de manager. Ouais, ok, ça dure combien de temps? Je crois qu'il y a une première intro de 3 jours complets sur site, avec les formateurs, etc. Et puis derrière, il y a des checks un peu en continu. Il y a une formation un peu continue là-dessus. Je sais plus exactement c'est quoi le rythme, mais... Je vais te poser une question qui n'a rien à voir. C'est pas grave. Vas-y, je t'en prie. Le système de rémunération des commerciaux, il s'organise comment? Système de rémunération très simple à atteindre d'objectifs. Ok, mais alors du coup, le pourcentage entre fixe et variable en moyenne? C'est 2 tiers, 1 tiers. Sous l'objectif, il n'y a rien? Non, c'est progressif. Il y a un espèce de palier minimum, comme dans beaucoup de boîtes, je pense. Après, des modèles de rémunération, il y en a plein, mais il y a un palier minimum. Une fois que tu l'as atteint, jusqu'à ton objectif, jusqu'à ton 100% cible, ça progresse. Et puis, par contre, c'est déplafonné. Ah, bien. Ouais. Pour encourager, évidemment, la surperformance, c'est déplafonné et ça accélère. D'accord. Après le 100%. Ok. Qu'est-ce que tu penses des modèles où le variable est plafonné? Et où il y a pas de variable. Alors des deux cas, où il y a pas de variable et où c'est plafonné. Modèle où il y a pas de variable, je pense que sur des fonctions commerciales, c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur, mais parce que
très lié, je pense, à mon parcours et moi, à mon éducation commerciale. J'ai jamais eu ça, donc je trouve ça forcément bizarre. Même si je suis open et que j'aimerais bien, j'échangerais probablement un de ces quatre avec quelqu'un qui a pu mettre ça en place pour comprendre les avantages et les inconvénients. Mais je pense que ça te pousse à être très exigeant sur la période d'essai, pour le coup, pour être sûr que tu valides, tu valides la bonne personne, parce que s'il y a 100% de fixe, comment tu garantis une atteinte d'objectif? Je dis pas que le moteur est forcément la rémunération chez quelqu'un. Bon, chez les commerciaux, historiquement, quand même un peu. Du coup, je trouve ça bizarre, pour l'instant en tout cas. Et ta première question, c'était... Et du plafonné. Mais je pense que finalement, c'est la même réponse. C'est un peu la même réponse. Ouais. C'est un peu la même réponse, tu vois. Du plafonné, je trouve qu'en termes de perspective, si le driver du collaborateur, c'est ça, bon bah tu le gardes pas longtemps, quoi. Tu le gardes pas longtemps. S'il est vraiment bon, tu le gardes pas longtemps. Je trouve que pour retenir vraiment tes talents, parce qu'il y a un vrai enjeu, tu sais, les gens parlent beaucoup de, ouais, quand tu fais une erreur de recrutement, en fait, que t'as un low performer, machin. On parle pas assez de comment tu retiens si tu peux pas le faire évoluer verticalement ou qu'il est peut-être pas fait pour manager, etc. Comment tu retiens, tu vois, ça c'est des questions qu'on se pose. Comment tu retiens l'extraterrestre? La rémunération est un des jeux. Bah, avec de l'accompagnement, de la formation et la rémunération qui va lui convenir. Déplafonné, et il y a du variable. C'est un tiers de la rémunération. C'est un variable qui tombe tous les mois, tous les trimestres, tous les mensuel. ans. Et ça dépend des équipes, ça dépend du cycle de vente. On est hyper rationnel, nous, sur ces sujets-là, pour le coup. Ça dépend du cycle de vente, ouais. S'il est court, il n'y a pas de raison que ce soit pas mensuel. S'il est très long, peut-être plus compliqué de faire du mensuel, tu vois. Je pense aux équipes grands comptes, éventuellement, voilà, mais c'est une petite partie de nos équipes. Ok. Et c'est individuel? Oui. Il n'y a pas de collectif du tout? Dans certaines équipes, il y a un peu de collectif. Mais pareil, très rationnel. C'est qu'est-ce qui est collectif dans la mission, et du coup, voilà. Faut être juste. On essaie vraiment d'être juste. Merci pour ta transparence sur le sujet. Pas de quoi. Je sais que c'est pas forcément évident. Non, c'est ok. Je pense qu'on commence à avoir fait un bon petit tour. Quotidien des commerciaux, rendez-vous, réunion commerciale, chaque équipe s'organise comme elle veut. Assez classique. Il y a une partie un peu globale, réunion commerciale du lundi matin, etc. Où c'est important même de se communiquer les messages et de passer un moment ensemble au bureau. Et derrière, les managers ont des recommandations et un cadre et tout pour ceux qui veulent le suivre et tout ça, mais on les pousse vachement aussi à être créatifs et à animer, et à faire ce qu'ils ont un peu envie de faire, et voilà, pour aller chercher de la performance. Non, c'est pas rigide. Je dirais qu'il y a quelques meetings dans la semaine qui sont un peu, mais comme dans toutes les boîtes, pas forcément obligatoires, parce qu'il y a des gens qui viennent pas et ça change rien, mais qui sont un peu des réunions où tout le monde va, quoi, comme dans tous les services commerciaux. Et puis derrière, le manager l'aide quand même beaucoup à s'organiser. C'est important quand t'as un sales qui fait tout, tu vois, la prospection, closing, training. C'est une grosse organisation pour un commercial, donc on les accompagne vachement quand même là-dessus, pour être sûr qu'ils se perdent pas. D'ailleurs, tu parlais de prospection. Ils sont pas aidés par le marketing, il n'y a pas de lead entrant. Si, bien sûr. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. On a différents canaux d'acquisition, comme dans toutes les boîtes. Et heureusement, d'ailleurs, quand t'es Doctolib et que en France, t'as la chance d'avoir une marque connue, reconnue, et puis on reçoit quand même beaucoup de bienveillance de la part des gens. Globalement, les gens apprécient la marque, quoi. Je veux dire, et les services rendus. Enfin, je pense qu'on est une marque très bien vue et à juste titre. Forcément, heureusement, il y a beaucoup de professionnels de santé qui vont sur le site tous les mois, qui cliquent et qui sont rappelés pour être installés. Il y a une culture commerciale. On est des compétiteurs, il y a de l'ambition, mais beaucoup de bienveillance. Mais oui, quand même, au départ, il y a une culture commerciale assez forte. Et après, quand même, je pense aussi que, je vais pas dire qu'elle s'est atténuée, mais en revanche, il y a un autre aspect de la culture qui s'est vachement développé ces dernières années, vraiment, c'est la satisfaction client. Ça, c'est devenu une priorité. Dans beaucoup de boîtes. Hein. Ouais, c'est devenu une ultra prio pour nous, au vu de notre taille, de ce qu'on veut faire, etc. On sait que sans ça, c'est impossible. C'est quoi les quelques règles de l'organisation commerciale, s'il y en a? C'est l'humilité, c'est toujours comprendre pourquoi on te dit non et pourquoi on te dirait pas oui. Quand tu bosses chez Doctolib et que tu proposes des services hyper innovants, que sur plein de ces services, t'es pas seul sur le marché, mais presque, et qu'il n'y a aucune raison que le médecin ou que le praticien, que le professionnel de santé te dise non. Pourquoi il te dit non? Tu vois?
C'est de l'exigence. Ça, c'est la grande question. C'est de l'exigence, c'est de la discipline. Non, mais c'est de l'exigence, de la discipline. Tiens, d'ailleurs, le taux de closing est de combien? Ça dépend des équipes. Il va de 25 à 70%. Sur l'inbound, il est extrêmement élevé. Même de 25 à 80%, je crois. Et sur les verticales les plus difficiles, où on doit faire de l'outbound, c'est plutôt 25-30. Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'être commercial chez Doctolib que même des boîtes que toi tu as pu connaître, Capcar, que tu évoquais tout à l'heure. Et ma question derrière ça, c'est est-ce que du coup, si c'est plus facile d'être commercial chez Doctolib, est-ce que du coup, tu peux te permettre aussi de recruter un peu plus largement d'une certaine manière? Pas du tout. Je saurais pas répondre à la première question parce que en fait, c'est des difficultés différentes. Donc, savoir qu'est-ce qui est le plus dur, c'est des difficultés différentes parce que chez Docto, c'est moins difficile d'avoir le rendez-vous, mais c'est plus difficile probablement de le closer quand tu l'as parce que en fait, ça fait 10 ans quand même qu'on va voir ou qu'on appelle et on est connu. Donc t'es attendu. Oui. Il y a une exigence. Ouais. Et puis en disant pourquoi t'as toujours pas signé monsieur le client aussi, tu vois. Il y a exactement. Et il y a une exigence du prospect. Ça, c'est le revers de la médaille, forcément. Il y a une vraie exigence et ils ont raison. Alors qu'à l'inverse, sur un produit qui est pas connu, dans une boîte pas connue, le plus dur, si ton produit a de la valeur, le plus dur, c'est d'obtenir le rendez-vous, tu vois. Donc, qu'est-ce qui est le plus dur? Je sais pas. Mais par contre, sur le recrutement, faut qu'on soit... Non, on est exigeant. C'est quoi le profil des commerciaux chez Doctolib? Il n'y a pas un profil. On est assez open. On est fort sur l'évaluation, tu vois, sur l'assessment de chacun des profils. Il n'y a pas un profil type. Plein de gens très différents. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'assure qu'ils vont être ambitieux, qu'ils vont partager le purpose de la boîte, qui vont partager les valeurs, qui vont partager l'ambition et qui vont être assez smart pour vendre plusieurs produits déjà. Parce que ça, on s'en rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de boîtes qui vendent qu'un seul produit. Vendre un seul produit, c'est pas pareil que de vendre plusieurs produits. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même difficulté. Et certains de ces produits qui sont complexes quand même, où il y a beaucoup de fonctionnalités, etc. Donc faut qu'il y ait vraiment beaucoup de lumière à tous les étages. Ok, le message est clair. Je pense qu'on a fait un bon tour. C'est bon sur la partie orga commerciale. Ah si, peut-être, si tu peux me partager 2-3 outils que vous utilisez. Salesforce. Salesforce aussi en outil de téléphonie. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre? On a beaucoup de trucs en interne, tu vois, sur la gestion de nos clients, liés à notre produit, vraiment, tu vois. Ouais. Pour finir, est-ce que tu peux me pitcher Doctolib en 30 secondes, 1 minute? Doctolib, c'est des services innovants qui vont permettre de vous faciliter la vie sur la gestion de votre cabinet. Vous allez gagner du temps. Si vous voulez gagner de l'argent, vous gagnerez de l'argent. Vous allez gagner en confort et votre vie, elle va changer. C'est sûr que votre vie, elle va changer avec la suite de services Doctolib. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message à passer pour conclure? Merci à tous. Merci à toi, Audrey, de toutes ces questions et de l'intérêt que tu as porté à Docto et à moi. C'est tout. Merci. Écoute, je t'en prie. C'était un plaisir. J'ai beaucoup appris. Salut Thibaut. Salut. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.